Bonjour à tous et bienvenue sur Naël Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série consacrée à la réduction. Donc dans le premier épisode, on avait vu la partie consacrée aux sous-espaces stables. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur les polynômes d'endomorphisme, donc notamment sur la définition du polynôme minimal et sur le théorème de décomposition des noyaux. Donc aujourd'hui, une séance très importante qu'il s'agit de bien maîtriser en vue des concours. Ça permettra de bien comprendre tout ce qui va arriver ensuite, notamment le théorème de Cayley-Hamilton, tous les théorèmes qui tournent autour de la réduction, qui utilisent souvent le polynôme minimal. Donc c'est important de bien comprendre comment est-ce qu'on le définit, et voilà. Sans plus de blabla, on passe au jingle et on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve pour la séance sur les polynômes d'endomorphisme. Donc on va commencer par placer le contexte. Donc dans un premier temps, on se place sur E, un K-espace vectoriel, et on prend U, un endomorphisme de E. On va définir par récurrence les puissances de U. Donc par récurrence, on va placer U puissance 0, on va le fixer à l'identité. Et pour tout n dans n, on va dire que U puissance n plus 1, c'est égal à U puissance n rond U. Donc de cette manière-là, on définit les puissances de U par récurrence. Ensuite, on va considérer un polynôme P dans K crochet X. Ce polynôme P, il a un degré qui est fini, et on va pouvoir l'écrire comme une somme des AI xi. Donc P de x, il s'écrit somme pour i égale 1 à n des AI x puissance i, et là du coup on suppose que P c'est un polynôme de degré P. Donc maintenant on va définir à partir du polynôme P le polynôme de l'endomorphisme U. Donc on va définir P de U. Assez naturellement, on définit P de U sous la forme P de U est égal à la somme des AI U puissance I. Et donc voilà, là on a défini ce qu'était qu'un polynôme d'endomorphisme. Donc à partir de là, on va pouvoir utiliser une grosse partie de la théorie d'algèbre générale pour définir le polynôme minimal d'un endomorphisme. Donc on va commencer par définir une application qu'on va appeler petit fu, qui va de K crochet X et qui arrive dans L de E, et qui, à un polynôme P, lui associe le polynôme d'endomorphisme P de U. Je vous rappelle que donc là, par construction, l'endomorphisme du polynôme U, donc P de U, c'est bien un endomorphisme de E, puisqu'on a juste fait une somme d'endomorphismes de E. Donc en fait là, pour tout n, U puissance n plus 1, ça reste un endomorphisme de E, et après quand on fait une combinaison linéaire d'endomorphismes de E, ça reste un endomorphisme de E. Donc l'application FU qu'on définit ici, qui part de K crochet X et qui arrive dans L de E, qui a un polynôme P associe P de U, c'est bien une application qui part de K crochet X et qui arrive dans L de E. Et en particulier, ce qu'on peut dire, c'est que cette application FU, elle définit un morphisme d'algèbre. Qu'est-ce que ça veut dire un morphisme d'algèbre? Ça veut simplement dire que l'application FU, c'est une application linéaire de K crochet X dans L de E, et en plus de ça, c'est un morphisme d'anneau. Qu'est-ce qu'on a comme information sur FU? On sait que l'image de FU, ça va être l'ensemble des polynômes d'endomorphisme de U. Et ça, du coup, l'image de FU, qui est l'ensemble des polynômes d'endomorphisme de U, on peut également le noter K crochet U. Donc K crochet U, c'est par définition donc l'ensemble des polynômes de l'endomorphisme U. Et donc qu'est-ce qu'on sait en particulier, puisque FU est un morphisme d'algèbre, on sait que l'image de FU va former une sous-algèbre en fait de L de E. Donc l'image de FU, qui est égale à K crochet U, c'est une sous-algèbre de L de E. Et en particulier, cette sous-algèbre, elle va être commutative. Et donc ça, pour le montrer, ça va être assez simple. En fait, il suffit simplement de remarquer que U commute avec lui-même, et que au niveau des polynômes, quand on va avoir des polynômes d'endomorphisme, en fait, quand on va faire P de U rond Q de U, ça va être égal à Q de U rond P de U. Donc c'est ce qu'on va marquer là juste en bas. Donc on va prendre deux polynômes P et Q de K crochet X, et on va aller regarder que PQ appliqué en U, c'est égal à P de U rond Q de U, qui est du coup égal à Q de U rond P de U, et qui est égal à QP de U. Donc on voit bien que la sous-algèbre K crochet U est bien une sous-algèbre commutative de L de E. Ceux qui ont bien suivi l'épisode 1 sur les sous-espaces stables remarqueront du coup que les endomorphismes PU et QU sont des endomorphismes qui commutent. Donc les sous-espaces im de P de U et ker de P de U vont être stables par Q de U et inversement. Donc là, je vous rappelle un petit peu, juste pour faire un petit rappel, que là du coup P de U et Q de U commutent. Donc on va avoir l'image de P de U et le noyau de P de U qui vont être stables par Q de U. Et donc à ce compte-là, quand on va prendre P de U et qu'on va le restreindre à l'image de Q de U ou au noyau de Q de U, on va bien avoir un endomorphisme qui va être défini sur respectivement l'image de Q de U et le noyau de Q de U.
Si tout ça, ça vous parle pas, je vous invite à retourner voir l'épisode 1 sur la réduction. Je vous mets la bannière en haut à droite de l'écran. Et donc, qu'est-ce qu'on disait également par rapport à FU? On disait que FU, c'est un morphisme d'algèbre, et donc un morphisme d'algèbre n'est rien d'autre qu'un morphisme d'anneau linéaire. Donc en particulier, FU, c'est aussi un morphisme d'anneau. Et qu'est-ce qu'on sait donc sur les morphismes d'anneau? On sait que le noyau d'un morphisme d'anneau va former un idéal. Donc là, ce qu'on va avoir, c'est que le noyau de FU, ça va être un idéal de K crochet X. Or, on sait, par théorème du programme, que tous les idéaux de K crochet X sont principaux, c'est-à-dire qu'ils sont engendrés par un seul élément. Donc, on va avoir le noyau de FU qui va être engendré par un seul polynôme unitaire de K crochet X. Donc, c'est ce qu'on va marquer juste en dessous. Donc, puisqu'on vient de dire que le noyau de FU est un idéal de K crochet X, et qu'à ce compte-là, puisque c'est un idéal de K crochet X, il est principal, on vient de montrer en fait que l'ensemble des polynômes annulateurs de U était engendré par un seul polynôme unitaire. Et ce polynôme unitaire-là, c'est ça qu'on va nommer le polynôme minimal de U. Donc en particulier, ce qu'il faut bien voir, c'est que ker de f de U, c'est l'ensemble des polynômes de K crochet X tels que P de U égale 0. Donc en fait, le noyau de FU, c'est l'ensemble des polynômes annulateurs de U. Et donc lorsque ce noyau de FU n'est pas réduit au singleton 0, on va bien avoir que ce noyau de FU va être engendré par un seul polynôme unitaire, qui va être nommé le polynôme minimal de U. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de noter là. Si le noyau de FU n'est pas réduit au polynôme nul, alors il existe un unique polynôme unitaire qu'on note PU et qui engendre le noyau de FU. Donc ce polynôme unitaire PU qu'on vient de définir ici, c'est ce qu'on appelle le polynôme minimal de U. Donc voilà comment est-ce qu'on définit rigoureusement le polynôme minimal d'un endomorphisme. En particulier sur les polynômes minimaux et leur existence, parce qu'on vient de voir qu'il faut absolument que le noyau FU soit non réduit au polynôme nul pour que le polynôme minimal existe. Donc en particulier, on a un théorème suffisamment puissant qui nous donne l'existence en dimension finie du polynôme minimal. Donc si on se place toujours avec E un K-espace vectoriel et U un endomorphisme de E, on a le théorème suivant qui nous indique que U appartient à L de E possède un polynôme minimal PU si et seulement si la sous-algèbre K crochet U est de dimension finie. En particulier, ce qu'on a, c'est que si la dimension de K crochet U est égale à n, alors le degré de PU est égal à n également. Et on a la famille suivante qui va être une base de l'espace vectoriel K crochet U. Donc voilà, en particulier, ce qu'on vient de voir également avec toute cette théorie sur les polynômes d'endomorphisme, c'est que dès qu'un polynôme annule U, il divise obligatoirement le polynôme minimal. Donc je vous rappelle que puisque PU est en fait l'unique polynôme unitaire qui engendre le noyau de FU, on va avoir chaque élément qui appartient au noyau de FU qui va être divisible par le polynôme minimal. Donc en fait, par définition, ce qu'on vient de dire, c'est que tous les polynômes annulateurs sont divisibles par PU. Quant à ce théorème-là en particulier, la démonstration est assez longue et pas très intéressante, donc on va pas la faire dans ce cours, ça prendrait quand même pas mal de temps et on a d'autres choses à faire plus intéressantes. En particulier, maintenant, ce à quoi on va s'intéresser, c'est au théorème de décomposition des noyaux. Donc avant de passer au théorème proprement dit de décomposition des noyaux, on a besoin d'un premier théorème qui va nous dire que si on prend A et B deux polynômes de K crochet X, et si on note D leur PGCD, alors dès qu'on prend un endomorphisme U de L de E, on va avoir le résultat suivant, qui nous dit que le noyau de AU intersecté avec le noyau de BU va être égal au noyau de DU. On peut donc s'attaquer à la démonstration de ce théorème, qui est pour le coup assez intéressante, et je préfère autant qu'on passe du temps sur cette démonstration plutôt que sur celle du premier théorème. On va montrer ce théorème par double inclusion. Donc dans un premier temps, on va montrer que le noyau de DU est inclus dans l'intersection du noyau de AU et du noyau de BU. C'est assez immédiat en fait. Donc on va prendre un X qui est dans le noyau de DU, et on va aller regarder ce qui se passe. En fait, si X il est dans le noyau de DU, ça veut dire en particulier que DU appliqué en X est égal à 0. Là, jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que D divise A. Donc, il existe Q appartient à K crochet X, tel que A est égal à DQ. En particulier, ce qu'on obtient, c'est que le polynôme AU qu'on applique en X, il va être égal à DQ en U qu'on applique en X, et ça, donc, ça va être égal à QD en U de X, qui va lui-même être égal à Q de U rond D en U de X, qui va donc valoir 0, puisqu'on a dit que D de U appliqué en X, ça faisait 0, puisque X était dans le noyau du polynôme DU.
Voilà, donc là on vient de montrer que si x était dans le noyau de DU, alors x était également dans le noyau de AU. On peut faire exactement la même chose pour montrer que x il est également dans le noyau de BU. Et donc puisqu'on a montré que x il était dans le noyau de AU et dans le noyau de BU, il est bien dans l'intersection des deux noyaux. Et donc on a bien montré l'inclusion du noyau de DU dans l'intersection du noyau de AU et du noyau de BU. Donc réciproquement, on va prendre un x qui est dans l'intersection des deux noyaux. Donc x il appartient au noyau de AU et il appartient également au noyau de BU. Ce qu'on sait, c'est que D c'est le PGCD de A et B. Donc on va pouvoir utiliser le théorème de Bézout ici. On sait par le théorème de Bézout qu'il existe deux polynômes P et Q de K crochet X tels que AP plus BQ est égal à D. Et alors, en particulier, ce qu'on va pouvoir dire ici, c'est que on va avoir AP en U plus BQ en U qui va être égal à D en U. Donc voilà, là on a égalité entre l'endomorphisme AP de U plus BQ de U et l'endomorphisme D de U. Et en fait maintenant, il suffit encore une fois simplement de se rendre compte que AP en U c'est égal à PA en U et que BQ en U c'est égal à QB en U. Et donc comme X il est dans le noyau des deux, on va avoir de part et d'autre les deux endomorphismes qui vont s'annuler en X. Et donc puisqu'on a que AP en U plus BQ en U est égal à PA en U plus QB en U, on a bien donc de part et d'autre, ici on va avoir B en U de X qui va être égal à 0, puis on va appliquer Q de U en 0, donc on applique un polynôme, d'endomorphisme à un vecteur nul, donc ça va nous renvoyer 0, donc je peux le développer, hein. Et donc en fait, là voilà, en écrivant ça, on se rend compte donc qu'on obtient du P de U en 0 plus du Q de U en 0, et donc ça fait bien 0. Et donc là, on vient bien de montrer que D en U de X était aussi égal à 0. Donc là, on vient de procéder à une double inclusion entre le noyau de l'endomorphisme D de U et l'intersection des deux noyaux de A de U et de B de U. Donc puisqu'on a bien montré qu'il y avait double inclusion, on a montré qu'il y avait égalité entre les deux ensembles. Et donc voilà, ça conclut la démonstration du théorème. Maintenant, on va pouvoir passer au cœur du sujet, c'est-à-dire au théorème de décomposition des noyaux. Donc qu'est-ce que nous dit le théorème de décomposition des noyaux? On reprend encore une fois A et B, deux polynômes dans K crochet X. Cette fois-ci, on va supposer que A et B sont promis entre eux. Encore une fois, on prend U un endomorphisme de E, et le théorème de décomposition des noyaux va nous dire que le noyau de AU est en somme directe avec le noyau de BU, et il nous donne le noyau du produit AB en U. Donc voilà ce que nous dit le théorème de décomposition des noyaux. Le théorème de décomposition des noyaux est quand même très intéressant parce qu'il va vous donner une somme directe, et vous avez également le lien entre la somme directe et l'espace qui est décomposé en une somme directe. Donc en fait, tous les éléments qui sont dans ker de ABU vont pouvoir se décomposer de manière unique sous la forme x plus y, avec x un élément du noyau de AU et y un élément du noyau de BU. Donc c'est un théorème qui est super intéressant et qui va être utile dans beaucoup d'applications, donc on pourra voir ça dans les séances d'exercice. Mais voilà, il faut bien retenir ce théorème, et il faut également bien retenir sa démonstration qu'on va voir, parce qu'elle est hyper intéressante à bien des égards. On vient de voir dans le théorème précédent qu'on a utilisé Bézout pour résoudre la deuxième inclusion. Là, on va utiliser encore une fois des méthodes assez classiques qu'il est vraiment bon et vital de connaître. Donc en fait déjà, de quoi est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que le théorème de décomposition des noyaux, c'est une sorte d'upgrade dans le lemme qu'on vient de voir, où simplement là le PGCD de A et B, il est réduit à 1. Donc c'est comme si on prenait grand D qui est égal à 1 dans le théorème précédent, et qu'on essayait de montrer quelque chose supplémentaire, c'est-à-dire une somme directe entre ker de A de U et ker de B de U. En particulier, d'après le théorème précédent, on a que l'intersection des deux noyaux va être directement réduite au noyau de l'identité, et donc puisque le noyau de l'identité est réduit au singleton 0, on a directement le noyau de A de U et le noyau de B de U qui vont être d'intersection réduite au singleton 0. Donc d'après le théorème précédent, on a ker de A de U intersecté avec ker de B de U qui est égal à ker de l'identité, et donc ça c'est réduit au singleton 0. Maintenant, ce qu'il nous reste à montrer, c'est simplement qu'il y a l'écriture du noyau de AB de U qui peut se faire sous la forme de la somme entre ces deux noyaux-là. Donc c'est ce qu'on essaye de montrer maintenant. Donc on va procéder encore une fois par double inclusion. Donc
on va prendre un x qui est d'abord dans ker de A de U plus ker de B de U. L'objectif, là, ça va donc être de montrer que x, il appartient bien au noyau de AB de U. En particulier, qu'est-ce qu'on a là? On a A divise AB. Donc, puisque A divise AB, on a le noyau de A de U qui est inclus dans le noyau de AB de U. Pour le voir, il suffit simplement de reprendre la démonstration précédente, c'est exactement ce qu'on avait fait. De la même manière, on a également ker de B de U qui est inclus dans ker de AB de U. Ça, je vous rappelle encore une fois, c'est parce que AB de U, c'est égal à BA de U. Les polynômes d'un même endomorphisme, ils commutent les uns avec les autres. Et donc, puisqu'on a ker de A de U qui est inclus dans ker de AB de U, et ker de B de U qui est inclus dans ker de AB de U, on a bien obligatoirement la somme de ces deux espaces qui va être incluse dans celle-ci. Donc, on a bien ker de A de U plus ker de B de U qui est inclus dans ker de AB de U. Ensuite, pour l'inclusion réciproque, il s'agit de prendre un x qui est dans ker de AB de U et d'aller regarder, voir s'il peut bien s'écrire comme une somme d'un élément de ker de A de U et un élément de ker de B de U. Donc là encore, la chose à laquelle il faut penser, c'est au théorème de Bézout, encore une fois. Puisque A et B, ils sont promis entre eux, le théorème de Bézout, il assure qu'il existe, encore une fois, PQ dans K crochet X, tel que AP plus BQ est égal à 1. Donc en particulier, qu'est-ce que ça nous dit quand on applique ça à la théorie des polynômes d'endomorphisme? On va donc avoir l'identité appliquée en X qui va être égale à AP en U de X plus BQ en U de X. Mais donc là, nous, ce qu'on veut voir, c'est on veut réussir à montrer que le noyau de AB de U s'écrit bien comme la somme d'un élément du noyau de A de U et d'un autre élément du noyau de B de U. Donc on va aller réécrire cette égalité différemment. On va aller écrire ça sous la forme P de U. On va appliquer en A de U de X, et BQ, on va le réécrire sous la forme Q de U fois B de U de X. Voilà, les notations sont un peu déroutantes, mais finalement c'est rien de très compliqué, il faut juste bien se rendre compte qu'un polynôme appliqué à un endomorphisme, ça forme un polynôme d'endomorphisme qui est lui-même en fait un endomorphisme. Donc ça c'est un endomorphisme, A de U c'est aussi un endomorphisme, et là en gros on n'a rien écrit d'autre que V appliqué en U de X. Et donc là en fait maintenant l'idée ça va être d'aller écrire ce vecteur là comme étant un Y et ce vecteur là comme étant un Z. Donc ce qu'on vient de montrer en fait c'est que si on écrit Y est égal à P de U appliqué en A de U de X, et qu'on écrit Z sous la forme Q de U appliqué en B de U de X, on a, vu l'égalité qu'on venait d'écrire, l'identité appliquée en X qui est égale à Y plus Z. Et ça, en fait, c'est rien d'autre que de dire X est égal à Y plus Z. Nous, ce qu'on cherche à montrer maintenant, c'est que Y appartient au noyau de A de U ou au noyau de B de U, et que Z appartient à l'autre. Donc là, en fait, où va se situer la petite astuce? En fait, on se rend compte que là, on a du A de U qui apparaît. Et nous, on a pris par hypothèse x dans le noyau de AB de U. Or, on sait que les polynômes d'endomorphisme, ils commutent les uns avec les autres. Donc en fait, on va simplement aller montrer que quand on applique B de U à Y, on va se retrouver avec, du coup, le vecteur nul. Donc en fait, on va montrer que Y appartient au noyau de B de U. En fait, il suffit de montrer que B de U appliqué en Y, c'est égal à B de U, rond P de U, rond A de U, en X, et ça en fait c'est rien d'autre, comme tous les polynômes d'endomorphisme commutent, c'est rien d'autre que P de U rond AB de U en X. Et par hypothèse, on avait pris X qui était dans le noyau de AB de U, donc on a bien B en U de Y qui est égal à 0. Et de la même manière, on va avoir A de U de Z qui va être égal à A de U rond Q de U, rond B de U qu'on applique en X, et ça donc c'est rien d'autre que Q de U rond AB en U de X. Et donc là on a bien aussi que A en U de Z était égal à 0. Et donc là on vient bien montrer que pour tout X appartient à ker de ABU, X il est bien égal à Y plus Z avec Y appartient à ker de B de U et Z appartient à ker de A de U. Donc on a bien montré ce qu'on voulait, on a bien montré l'autre inclusion dans l'autre sens. Donc voilà, on a bien montré les deux inclusions et on a bien conclu la démonstration du théorème en montrant que on avait bien ker de A de U
plus ker de B de U qui est égal à ker de AB de U. Et on a bien montré que ker de A de U intersecté avec ker de B de U était réduit au singleton 0. Et ainsi, on a bien montré donc que ker de A de U était en somme directe avec ker de B de U pour former ker de AB de U. Voilà, donc là, dans cette démonstration, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce qu'on apprend à bien jouer avec les polynômes d'endomorphisme, à bien les manipuler. C'est une démonstration qui est assez technique quand on découvre les polynômes d'endomorphisme. Après, évidemment, ce théorème, on l'a montré seulement pour deux polynômes A et B. Ce théorème s'étend avec une famille finie de polynômes. Donc en fait, on va avoir, si on a une famille finie de polynômes qui sont premiers entre 2A2, on va avoir que leurs noyaux vont être respectivement en somme directe, et cette somme directe va être égale au noyau du produit de ces polynômes qu'on applique en U. Donc voilà. Donc on va noter cette extension. Pour la démonstration, il s'agit de réitérer le même procédé que celui qu'on vient de faire sur une famille finie de polynômes. Donc en fait, si on prend A1 jusqu'à AN, qui sont des polynômes premiers entre eux 2A2, alors on va avoir que la ker du produit pour i égale 1 à n des AI de U va être égale à la somme directe pour i égale 1 à n des ker de AI en U. Et en fait, ce théorème est très important parce que qu'est-ce qu'il s'agit de comprendre? Là, il y a quelque chose d'assez important à comprendre. On vient de dire que le polynôme minimal PU, c'était le polynôme qui engendre tous les polynômes annulateurs. Donc en particulier, le polynôme minimal PU, il est lui-même annulateur. Et PU, il peut également se décomposer en un produit de facteurs premiers. Donc en fait, on peut dire que si on prend PU, le polynôme minimal de U, on va pouvoir écrire que PU est égal au produit pour i égale 1 à P des PI puissance alpha i. Et donc là, comme les PI, ils sont premiers entre 2A2, on va se retrouver en fait avec, donc là je précise que c'est décomposition en facteur premier. Alors là en fait on va avoir, si on applique l'extension qu'on vient juste de préciser, on va avoir que le noyau du produit pour i égale 1 AP des PI puissance alpha i va être en U, va être égal à la somme directe pour i égale 1 AP des noyaux de PI alpha i en U. Mais ça, en fait, ça nous donne quoi? Ça nous donne que le noyau de PU, qu'on applique en U, il est égal, du coup, à cette somme directe. Sauf que, par définition, PU, c'est un polynôme annulateur de U. Donc le noyau de PU appliqué en U, c'est tout E. Et donc là, on vient de montrer que E, il pouvait se décomposer sous la forme d'une somme directe des PI puissance alpha i en U. Et donc voilà, avec toute cette théorie sur les polynômes minimaux, on a également fini par montrer que E pouvait toujours se décomposer sous la forme d'une somme directe de noyaux de polynômes de U. Il suffit simplement pour ça de décomposer PU en facteur premier et d'utiliser le théorème de décomposition des noyaux pour pouvoir écrire que E s'écrit sous cette forme-là. Donc voilà, c'est tout pour la séance d'aujourd'hui sur les polynômes d'endomorphisme. Ça a été assez intense quand même, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Évidemment, pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la chaîne, ça va aider la chaîne à grandir. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de la tablette graphique, c'est la deuxième vidéo que je fais avec la tablette graphique. Donc voilà, si vous avez des retours à me faire là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Vous pouvez trouver mon site internet, je mets le lien dans la description, sur lequel je mets tous les documents PDF en ligne. Donc voilà, vous retrouvez absolument tout sur mon site internet. L'abonnement est gratuit, tout ce que je mets en ligne sur mon site internet, c'est tout gratuit, donc profitez-en, c'est de la ressource en plus pour préparer vos concours. Et voilà, je vous dis à bientôt, salut!